Retrouvons un peu de bon sens. Il est donc urgent de redonner le goût de l'investissement aux propriétaires et aux entrepreneurs ruraux. On a besoin de faire coexister les grandes exploitations avec les plus petites. La souveraineté alimentaire passe par la diversité des productions. Le recours aux capitaux privés est une nécessité. Il faut restaurer l'attractivité de l'investissement dans ce secteur, sinon le monde agricole continuera de mourir à petit feu, sortant la tête de l'eau grâce aux subventions, ce qui veut dire réglementation pour contrôler l'usage de ces subventions, cercle vicieux du subvention-contrôle dont on n'arrive pas à sortir. Redonner de l'attractivité veut dire favoriser la conservation et la transmission du foncier par des mesures incitatives de transmission. Faire en sorte que l'investissement soit économiquement viable. Détenir du foncier est une entreprise au service de l'économie française, mais comme toute entreprise, elle n'a de sens que si elle est rentable. Faire en sorte que le poids de la fiscalité directe ne vienne pas anéantir un revenu très faible. Limiter le poids de la fiscalité foncière, dont la pression augmente chaque année, même si les taux n'augmentent pas. La taxe sur le foncier non bâti s'accroît chaque année par la hausse de la base. 7,3% cette année, alors que le fermage n'augmente que de un peu plus de 5%, et on nous annonce 3,9% en 2024, c'est-à-dire plus de 14% de hausse en 3 ans. Moderniser le statut du fermage pour en faire un vrai contrat, plus équilibré entre les parties, en instituant notamment le principe « nouveau fermier, nouveau bail », et nous ne pouvons regretter que le projet de monsieur le député Terlier, qui, je pense, est parti, ne voit pas le jour. Notre rôle de gestionnaire doit se faire, bien sûr, en prenant en compte l'aspiration de beaucoup à être en contact avec la nature que nous comprenons parfaitement. Mais n'oublions pas que le propriétaire privé rural est un gestionnaire de territoire responsable civil de celui-ci. Au cœur des conflits d'usage, il doit trouver les meilleurs arbitrages dans le cadre légal qui lui est fixé pour transmettre un territoire préservé et vivant aux générations suivantes. On peut toujours rêver du monde d'hier, respectueux naturellement de la nature, mais la population s'est accrue et étant beaucoup plus citadine, méconnaît la campagne et la vie de la nature qui doit être protégée. On ne doit pas oublier non plus le respect que l'on doit au travail des exploitants, des agriculteurs qui exploitent la nature. Le domaine public bénéficie d'agents pour en assurer la protection. Le monde privé, non, et ce n'est pas anormal, car nous ne sommes pas là pour assurer une mission de service public sans en avoir les moyens. Donc oui, peut-être hélas, il faut des sanctions. La propriété privée doit être respectée. Tout gestionnaire sait que pour gérer, il faut savoir écouter, décider et parfois concilier. Le plus facile, c'est de critiquer l'action sans rien proposer. Ce fut le tort de notre syndicat pendant de nombreuses années. Résultat, nous étions totalement exclus de tous les débats publics. Nous pouvons et nous devons saisir toutes les opportunités qui nous sont données d'exprimer notre point de vue et faire valoir nos idées. À titre d'exemple, dans les diverses commissions SAFER, saisissons les occasions qui nous sont données lors des comités techniques et dans les conseils d'administration. La politique de la chaise vide n'est jamais une bonne politique, et je me félicite d'avoir pu nouer un dialogue avec son président. Savoir être conciliant ne veut pas dire renoncer à faire valoir nos idées.
C'est ainsi qu'à l'occasion de la future élection des chambres d'agriculture, nous avons déjà pu exprimer nos préoccupations. La Fédération a interpellé et questionné le gouvernement via la sénatrice de l'Orne, Madame Nathalie Goulet, que je remercie encore, sur la représentativité des propriétaires aux chambres d'agriculture et les modalités d'inscription en tant qu'électeurs aux élections. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a répondu en séance de questions orales au Sénat. C'était la première fois que l'on expose clairement le sujet au Sénat et qu'un ministre en personne est obligé de l'entendre et d'y répondre. Cela illustre le retour de notre capacité à se faire entendre. Le ministre assure que les délais de la période d'inscription sur les listes électorales seront respectés. Il assure aussi que les avis annonçant l'établissement des listes électorales seront affichés au plus tard le 1er juillet 2024. Sur les pièces justificatives pour l'inscription en tant qu'électeur, Marc Fesneau affirme, je cite, « On a besoin de regarder notamment dans les pièces justificatives ce qui est inutile et ce qui, parfois, par une seule pièce, permettrait de justifier de la capacité d'inscription sur la liste électorale. En tout cas, on y travaille, on sera en rendez-vous d'une simplification aussi significative que possible. Espérons. Un comité de pilotage des élections est en cours d'installation et doit remonter les difficultés sur le terrain. Nous ne manquerons pas de saisir ce comité. Mais plutôt que de créer un énième comité, ne peut-on pas tout simplement retrouver du bon sens ? Reste un sujet majeur. Le financement des chambres d'agriculture et notre représentativité sans cesse réduite. Nous finançons 20 à 30% du budget des chambres d'agriculture et disposons d'un poste sur 30 au conseil d'administration. Le ministre élude le sujet. Une question écrite a été posée au gouvernement à ce sujet. Nous sommes toujours, hélas, en attente de sa réponse. Permettez-moi à nouveau la comparaison avec la gouvernance des entreprises. Connaissez-vous un investisseur qui accepterait de mettre à disposition d'une entreprise 20 ou 30% des fonds propres ou de la trésorerie et qui se contenterait d'un siège sur 30 au conseil d'administration? Nous avons également interpellé le ministère de l'Agriculture sur la notion de syndicat des bailleurs le plus représentatif, à l'évidence le nôtre, au vu du résultat des dernières élections Chambre d'agriculture, mais là aussi nous sommes sans réponse. Et pourtant, cela conditionne notre représentativité en tant que membre de droit de la Commission consultative des baux ruraux. Messieurs les représentants des ministères qui sont ici, je me permets de vous interpeller en lieu et place de Madame la ministre. Nous comptons sur vous pour relayer nos préoccupations légitimes dans l'attente des décrets relatifs à ces élections. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, disait Saint-Exupéry. Mais ne restons pas inactifs. Entreprendre, innover, servir l'avenir, transmettre, voilà ce qui doit guider notre action.